Est-ce qu'un bébé est conscient de ce qui se passe autour de lui? On pourra peut-être répondre à la question tantôt autour de la table. Est-ce qu'un chien est conscient du nonos que je lui tends? Et mon crayon, hein? Est-ce qu'il est conscient que je le tiens présentement? Ce crayon qui participe à On n'est pas du monde sans même le savoir, peut-être. Hein? Alors Ou non, il le sait. Est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il le sait pas? Alors, pour répondre à toutes ces questions super importantes, on a avec nous un spécialiste de la conscience. Ouais, mais j'ai fait mon maîtrise de mémoire. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, en fait, sur ce sujet-là, sur la conscience. Ah, OK. Mais, attends, je vais te présenter quand même Jean-Philippe Marceau, qui contribue au blog de Symbolic World et à On n'est pas du monde et au Verbe. Bonjour. Bonjour. Oui. Mais, ouais, tu sais, le crayon en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que le crayon, comme un tout, est conscient, mais ce qui est étonnant, puis que c'est pas encore très connu en dehors du milieu académique, mais ça commence à sortir. Il y a quelques grands panpsychistes qui commencent à faire des vagues dans des podcasts, etc., qui disent en fait que même si le crayon en tant que tel ne serait pas conscient, peut-être bien que ces particules, puis peut-être même ces molécules seraient conscientes. Évidemment, ce ne seraient pas des consciences très, très complexes là, que les gens vont donner aux particules de ton crayon, mais ils donneraient quand même quelque chose. Avant d'aller plus loin, Jean-Philippe Marceau, on n'a pas le choix de définir un peu ce que c'est que la conscience, là, parce que là, je parlais de chien, de bébé, de crayon. De quoi on parle quand on parle de conscience? Il y a beaucoup même d'articles dans le domaine qui commencent en disant que la conscience, c'est un terme un peu bâtard, parce qu'on l'utilise de plein de façons. Mm-hmm. Mais le sens dans lequel les panpsychistes l'utilisent, c'est au niveau de l'expérience. Fait que c'est l'effet que ça fait de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de manger quelque chose, etc. On parle vraiment de sensation, pas de conscience de soi, ou de connaissances abstraites pour ce genre de conscience-là. Fait que, par exemple, dans le cas des particules de ton crayon, par exemple, les panpsychistes diraient que, disons, l'électron doit sentir quelque chose qui le repousse de d'autres électrons puis qui l'approche de des protons. C'est une sorte de chaîne d'action-réaction. D'expérience très, très élémentaire. Mm-hmm. Mais attends, tu utilises un mot depuis tantôt, le panpsychisme. C'est quoi, ça commence, oui. Oui, ben tu sais, on parle de conscience, d'esprit. Panpsychisme, l'idée derrière le mot, c'est pan qui serait partout et psychisme pour esprit. Donc, c'est l'idée que l'esprit serait partout. Donc, il y a différents genres de panpsychisme, mais la variété qui est le plus connue aujourd'hui en philosophie de l'esprit, ça a été réintroduit, je dirais, en grande il y a une trentaine d'années par un philosophe australien qui s'appelle David Chalmers. Puis aujourd'hui, c'est rendu assez répandu dans la littérature en philosophie de l'esprit, puis même en sciences cognitives. C'est une minorité comme position, mais ça grandit puis c'est assez bien établi. Si tu poses des questions à quelqu'un dans le domaine de la philosophie de l'esprit, il va savoir c'est quoi le panpsychisme. Fait que c'est l'idée que toutes les choses seraient à un certain degré conscient. Évidemment, ça va être très simple pour les particules, puis ça va être plus compliqué pour un humain, disons. Puis dans certaines choses, ça va être juste rien, comme la table en tant que telle. C'est constituant pour être conscient, mais l'assemblage en tant que tel ne fait pas quelque chose de conscient. Versus toi, disons, Antoine, que toi, quand tes consciences de particules s'assemblent, ben toi, ça fait une conscience énorme d'Antoine, qui est une genre de combinaison complexe des petites consciences. Fait que c'est un peu farfelu quand même, tout ça, mais il y a des raisons pourquoi des gens sont prêts à aller jusque-là aujourd'hui. Ça n'a pas émergé de rien ex nihilo. J'imagine que c'était pour répondre à un problème que des gens se sont mis à imaginer cette théorie-là. C'est ça, exact. Il y a deux genres de raisons, je dirais, pourquoi les gens se sont mis à imaginer ce genre de théorie-là. C'est que, de un, c'est des problèmes théoriques, puis de deux, aussi des problèmes existentiels. Ah. Les deux sont reliés. Fait que je vais essayer d'expliquer un peu. Dans la version théorique, c'est deux problèmes. Le premier, c'est le problème corps-esprit, un problème classique, là, disons. On dirait que toutes les choses qu'un humain fait, on peut les décrire d'une façon physique, matérielle, puis aussi d'une façon consciente. Fait que, par exemple, moi, je me suis levé tantôt... Ariane qui tricote, là. Ouais, mettons Ariane qui tricote. Ben, on peut raconter deux histoires. De un, quelqu'un qui serait un matérialiste pourrait dire, ben, je pourrais regarder ce qui se passe dans le cerveau d'Ariane, puis calculer toutes les prédictions, comment est-ce que ses mains vont bouger, dépendamment de ce qui se passe dans son cerveau. Fait que là, j'expliquerais tout. Je doute beaucoup que ça puisse se faire pour vrai, mais selon les matérialistes, ce serait possible de tout prédire, tout expliquer ce qui se passe dans Ariane. Une sorte de déterminisme qui vient de ça. Ou même si c'était pas déterministe, il y a des gens qui vont être statistiques par rapport à ça. Ils vont dire que on peut calculer les probabilités de tout ce qui va se passer avec Ariane, puis Ariane serait comme fixée par ces probabilités-là. Il y a des gens qui diraient ça aussi, mais d'une façon ou d'une autre, c'est une histoire qui est juste physique. Ouais. Mais il y a une autre histoire qu'on peut raconter aussi, c'est que Ariane est en train de réparer tel bout de pyjama, par exemple, pour que son enfant se fasse pas mal aux genoux. Ça, c'est quelque chose qui est une histoire consciente qui n'est pas clairement reliée à la matière de son cerveau, par exemple.
Ou Ariane boit de l'eau parce qu'elle tousse. C'est ça. Là, il y a sa douleur. Disons, il y a une histoire consciente. On peut dire c'est parce qu'elle a mal à la gorge, parce qu'elle tousse, etc. Mais quelqu'un pourrait aussi donner une histoire qui est juste matérielle. De dire, il se passe telle chose dans ses cordes vocales, qui font monter tel signal à son cerveau, qui font descendre tel signal à ses mains, etc. Fait en général, on dirait qu'on existe comme à deux niveaux. Puis là, il y a un genre de malaise que ça fait. OK, est-ce qu'il y a une de ces histoires-là qui est vraie, l'autre qui est fausse? Est-ce qu'il y en a une qui se réduit à l'autre, etc.? C'est le problème corps-esprit. C'est un problème classique. J'ai l'impression que plus on monte dans la hiérarchie des êtres, c'est-à-dire des êtres physiques, végétaux, plus au fond, on voit la conscience apparaître, puis la place que prennent l'histoire personnelle, comme tu dis, ou le vécu dans les décisions, les actes. Les consciences deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à relier avec ce qui se passe au niveau matériel, si on regarde ça pour un matérialiste. Fait que ça, c'est un problème qui est classique en philosophie de l'esprit. Un autre problème vient de la philosophie de la physique cette fois-ci. Puis ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais même des gens qui étaient à la base physicalistes, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a juste le physique, disaient que ça, c'était quand même un problème pour eux. Il fallait quand même le résoudre. C'est-à-dire, si tu regardes toutes les entités que la physique décrit, sont toutes les entités dont le matérialiste parle. En fait, un atome. Un atome, un électron, tous les objets purement physiques. Si on regarde qu'est-ce que le physicien nous dit vraiment là-dessus, en fait, ça ne dépassera jamais juste le comportement. Il ne nous dira jamais c'est quoi la nature de ces entités-là. Même si on prend quelque chose de très fondamental, là, par exemple un électron, qui serait supposément une particule fondamentale. Cet électron-là, en fait, si tu regardes ce que le physicien te dit sur l'électron, on sait il suit quelle équation, je suis capable de prédire un paquet de choses sur l'électron. Mais je ne sais pas c'est quoi l'électron en soi. Il te parle bien plus de ce qu'il fait que de ce qu'il est. C'est ça. Même de dire, mettons, que l'électron, il y a telle charge puis telle masse, même ça ne me dit pas vraiment c'est quoi l'électron parce que telle masse puis telle charge, ça fait juste me dire, si tu mets telle variable dans telle équation, tu peux calculer telle affaire. Comme les masses puis les charges, c'est juste des choses qu'on plug dans les équations. On ne sait pas en soi c'est quoi. Ouais. Fait que le matérialiste qui essaie d'avoir une vision du monde qui aurait juste la physique, disons, en fait, il y a un trou dans son ontologie. Ça s'appelle le problème du vide ontologique en physique. Il y a un trou dans, disons, le monde matérialiste. Et là, Jean-Philippe Marceau, le panpsychisme vient, tant bien que mal, tenter de répondre à ces deux problèmes-là que tu viens d'évoquer. Exact. Il essaie de faire deux pierres d'un coup. Puis là, ce qu'il se dit, c'est je vois plein de trous dans l'ontologie de la physique. Puis je sais qu'il y a la conscience aussi dans le monde qui existe. Fait que ce que je vais faire, c'est que dans tous les trous, je vais mettre des consciences. Fait que c'est vraiment ça le move, là. Parce que ça marche bien rendu à l'humain, parce que, disons, je racontais l'histoire d'Ariane tantôt, qu'on peut expliquer de façon physique, puis de façon consciente aussi. Parce que le panpsychiste, il dit, c'est qu'en fait, la science nous donne le comportement, disons, ce qui se passe à l'extérieur chez Ariane. Mais si on veut connaître les vraies raisons, là, faut parler de son esprit. Fait que c'est en fait l'esprit d'Ariane qui anime les équations que le physicien pourrait utiliser pour décrire Ariane, par exemple. Ça se fait pour toutes les choses dans l'ontologie. Un exemple concret qui résonnait avec tout ce que tu disais. Là. Récemment, j'avais vu un reportage sur Netflix sur les champignons, puis on voit que les forêts, en fait, on voit les arbres, mais sous le sol, c'est d'immenses réseaux de champignons. Et comme si c'était ça, la réalité de la forêt, là, c'est ce qu'on voit. L'âme de la forêt cachée. Oui, il y a quasiment comme quelque chose qui est quasiment cérébral. Ils communiquent ensemble. Il y a une communication qui se passe et qui a un pouvoir régénérateur, un pouvoir de stabilisation. Et je me dis, wow, il y a quelque chose là qui donne l'impression d'une sorte de conscience, ou en tout cas de capacité d'adaptation à l'environnement et de pouvoir agir sur l'environnement. Alors, c'est pas farfelu, cette idée-là du panpsychisme. Tu parlais de... Alex donne l'exemple de la forêt, mais tu disais que c'est un Australien qui avait pas mal mis ça à la mode dans les dernières années, mais j'imagine qu'il s'est basé sur quelque chose qui existait un peu avant lui. D'où ça vient, là, à l'origine, cette tendance-là à, comme tu dis, plugger un esprit dans tous les trous? On peut le retracer, disons, d'une certaine façon jusqu'au grec, même Héraclite. Il y avait une vision un peu comme ça où chaque chose avait, disons, son logos qui participait dans le grand logos, mais donc, dans sa forme plus moderne, ça date environ d'une 100aine d'années. Puis, c'est relié un peu aujourd'hui aussi, là, ça semble très populaire, le panpsychisme en général, quand tu es dans une culture qui est très matérialiste, puis qui se frappe à certains murs. Parce que, disons, veux pas, si tu es matérialiste, tu vas avoir un genre de malaise. Parce que, disons, toutes les choses qu'on fait, on peut donner deux histoires, comme j'ai dit tantôt. Une histoire consciente et une histoire matérielle. Fait que ça fait une genre d'aliénation de notre esprit par rapport au monde. On sent qu'on n'appartient pas tout à fait. Fait que ça nous arrive aujourd'hui en Amérique du Nord, mais c'est déjà arrivé aussi en Europe au début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Où, là, on l'oublie un peu parce qu'il est arrivé plusieurs crises en physique, mais à l'époque, là, fin 19e, début 20e siècle, les gens pensaient que la physique, c'était infini. Newton tenait depuis des centaines d'années. On avait fait le tour de la patente. C'est ça, on pensait que le monde était
physique, matériel, puis ça allait tout régler. Puis fait que les gens se sentaient très, très aliénés dans leur esprit par rapport à un monde qui avait l'air d'être complètement physique, complètement déterminé. Oui, James. On pourrait être content parce que d'une certaine manière, on dirait que ça rouvre la brèche à ramener de l'âme dans la vision matérialiste, mais d'un autre côté, ça pourrait pas amener aussi à une certaine vision de dire qu'il y a de l'intelligence dans tout, que Dieu est partout. Tu vois un peu où je vais en venir? Ouais, effectivement, c'est dangereux. Là. C'est possible d'arriver à quelque chose qui est très animiste, disons, là, ou une vision du monde où en fait, c'est assez incomplet. Parce que ce qui semble se passer en pratique chez des gens qui deviennent panpsychistes, c'est que ils vont peut-être rester là, peut-être devenir un peu New Age, mais il y en a aussi qui vont continuer d'explorer des façons d'enrichir leur vision du monde, puis ils vont arrêter d'être panpsychistes, en fait. Parce que, tu sais, on peut voir que, disons, si tu connais pas d'autres alternatives, le panpsychisme est vraiment mieux que le matérialisme. Au moins, ton esprit, maintenant, il est rendu dans le monde. Sauf que une fois que tu es rendu avec ton esprit qui est dans le monde, panpsychiste, mais il y a quand même des trucs qui sont bizarres, puis il y a quand même des choses de plus que tu aimerais peut-être intégrer dans ton ontologie. C'est quand même bizarre, veux pas, de dire que des électrons seraient conscients. T'sais. En fait, le panpsychisme mène au panthéisme, d'une certaine manière. Oui, ça se peut bien. Ouais. Il y a effectivement des gens qui dépendent de ça. Il y a des gens qui vont parler de cosmopsychisme, d'ailleurs, là, qui semble beaucoup au panpsychisme. Même dans l'Église, il y a des gens qui ont exploré ça un peu, là, comme Pierre Teilhard de Chardin, qui avait désigné un peu comme ça. Puis ça, justement, comme dans le cas de... Teilhard s'est fait expliquer par... je ne sais pas s'il se l'est fait vraiment expliquer par Benoît XVI, mais dans son livre Introduction au christianisme, Ratzinger en parle, le fait qu'il y a des belles choses que Teilhard était capable d'aller chercher, mais c'est quand même limité comme vision du monde. Si tu t'arrêtes là à une genre de vision du monde où tout est des choses conscientes, c'est dur de parler de ce qui se passe aux extrêmes, y compris à l'extrême de la création où là, tu as Dieu qui est en dehors de la création. Fait que, par exemple, il y a quelques penseurs assez connus dans le milieu catholique qui ont déjà été dans un monde plus panpsychiste. Comme qui? Comme, je l'ai noté pour l'oublier, comme les Maritains, comme Jacques Maritain et sa femme Raïssa, que les deux, en fait, ils étaient dans une situation analogue à notre matérialisme aujourd'hui, parce qu'au début, justement, ils étaient jeunes, eux, au tout début du 20e siècle. Avant leur conversion. C'est ça. Ouais. Puis ils étaient dans un milieu du monde matérialiste très, très déprimant. Puis, comme beaucoup de jeunes à leur époque, étaient dans c'était extrêmement dépressif comme milieu de vie. Puis, ils s'étaient carrément fait un pacte de suicide, comme quoi ils se suicideraient à la fin de telle année, je pense, si ils n'arrivaient pas à trouver une philosophie qui leur permettait de justifier leur existence. Puis, c'est en écoutant des cours de Bergson, Henri Bergson, un philosophe qui était très, très célèbre à l'époque, parce que c'était un panpsychiste, qui expliquait certains problèmes du matérialisme, puis qui donnait aux gens une vision du monde où l'esprit existait au moins. Fait que ça a ranimé carrément les Maritains, ils se sont pas suicidés. Un peu de temps après, se sont convertis au christianisme, puis un peu plus tard, devenaient thomisme, en fait. Grâce à Léon Blois. Oui, avec leur conversion. Puis, tu sais, mettons, pour le dire rapidement, des choses qui manquent dans le panpsychisme qu'on va trouver chez le thomisme qui était attirant pour les Maritains, mais c'est par exemple le fait que dans le panpsychisme, si tu regardes aux extrêmes, tu as des choses qui n'ont pas l'air d'être conscientes et que tu voudrais quand même intégrer dans ta vision du monde. Par exemple, si tu prends des vérités très, très abstraites, comme le théorème de Pythagore, disons. Le théorème de Pythagore, tu dois dire que ça existe parce que ça fonctionne trop bien. On utilise plein de concepts comme ça dans notre vie de tous les jours. Si on commence à nier des choses comme le théorème de Pythagore, vite, on est en train de nier tout ce qui existe autour de nous. Fait que ça doit exister d'une certaine façon. Mais tu sais, ce serait dur de dire que le théorème de Pythagore, c'est une conscience. C'est ça, c'est une créature consciente comme en dehors de notre monde ici. Ouais. Donc, la réponse de la métaphysique classique, y compris dans le thomisme qui a plu aux Maritains, c'était de dire, il existe en général des formes abstraites, des patterns abstraits qui ne sont pas eux-mêmes conscients parce qu'ils existent hors du temps et de l'espace. Fait que, par exemple, le théorème de Pythagore... Il est vrai partout, en tout temps. C'est ça. Même s'il n'y a pas d'espace physique créé, le théorème de Pythagore serait quand même vrai. Pas moins vrai. Ouais. C'est ça. Donc, dans cette vision du monde-là, tu peux donner une place à des entités comme les formes abstraites, comme les patterns mathématiques, qui n'ont pas de place dans le panpsychisme. Fait que tu peux, disons, après un matérialiste qui passe du matérialisme au panpsychisme en « OK, maintenant j'ai la conscience dans ma vision du monde, c'est beaucoup plus riche », après ça, tu peux essayer de faire d'autres pas en plus, comme intégrer des vérités mathématiques, des objets abstraits. Puis là, ça donne une vision du monde qui est encore plus enchantée, encore plus intéressante, parce que l'homme a une place très spéciale, parce que nous, on a une conscience spéciale, pas comme les animaux, on est capable de capter des vérités abstraites, justement, en dehors du temps et de l'espace. Fait que il y a moyen d'aller encore plus loin que le panpsychisme, mais c'est très encourageant quand même, je trouve, de voir des gens qui arrêtent d'être matérialistes au moins, puis qui vont vers des choses plus riches. Même si à condition que c'est ça, ils se satisfassent pas du panpsychisme, mais que ça stimule leur désir, leur curiosité d'aller un peu plus loin, et par exemple vers le thomisme rapidement. Mais je comprends que tu vois un peu le panpsychisme comme une étape entre le matérialisme et une vision spirituelle du monde où il y a une ouverture
à une dimension spirituelle, à Exact. un créateur. Oui, exactement. Jean-Philippe Marceau, c'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup On va méditer là-dessus. Oui, vraiment. Tu nous parlais du panpsychisme ou cette théorie là, qui met de la conscience là où il y a des points d'interrogation dans le monde créé, dans le monde matériel. Merci beaucoup. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com et aussi sur le blog de Symbolic World. Merci, Jean-Philippe. Merci.